Salut les amis, alors aujourd'hui nous voici de retour pour parler d'une série, c'est-à-dire Lovecraft Country. Alors oui, j'ai regardé cette série parce qu'il y avait Lovecraft dans le titre, et parce que je me suis dit, une série sur Lovecraft, que demander de plus, j'ai envie de vous dire. Les films qui concernent l'œuvre de Lovecraft sont quasiment tous foirés, à part une partie de Dagon, comme je vous l'ai déjà dit, mais faire une série, ça pouvait que être mieux, du moins c'est ce que je me suis dit, enfin en tout cas en potentiel. Donc ça me faisait plaisir et je me suis dit je peux pas ne pas regarder ça. Et puis je me suis dit au pire ce sera pas terrible mais il y aura peut-être de la bonne musique, qui sait. Donc c'est ce qu'on va voir. Alors le résumé de cette série. Figurez-vous que nous sommes dans les années 50 et non pas dans les années 30 ou 20 comme on aurait pu s'y attendre, dans l'Amérique ségrégationniste et que du coup on suit un héros noir avec une famille de noirs et le principal problème de la série, ça va quand même être que les Noirs sont traités comme de la merde, voire persécutés, voire pas que au sens figuré, parce qu'il y a plein de gens qui veulent les buter, et on a l'impression que le meurtre de Noirs à cette époque, c'est toléré. Voilà. Bon après, je veux pas dire qu'aujourd'hui tout est parfait, loin de là, mais là c'est quand même assez choquant. Et donc dans ce contexte, le héros qu'on suit s'appelle Atticus, et donc c'est un mec noir qui doit avoir, je sais pas, 25 ans peut-être par là, enfin moi c'est l'âge que je lui donnerais, et qui nous dit qu'il revient de la guerre du Vietnam, et que, bon, il est un peu perturbé, mais surtout dans son enfance il adorait lire les livres fantastiques, en particulier ceux de Lovecraft, donc il a l'air de s'y connaître, et il cite beaucoup de références, etc. Donc on est content à ce moment-là. On se dit, tiens, ce héros est cool, un mec qui est à la fois un peu badass et en même temps qui a un passé de geek, j'ai envie de dire, de geek de l'époque, qui était plongé dans les livres, etc., alors que son père l'autorisait pas trop, que son père le battait et tout ça, bon. Donc de base, moi j'avais un bon capital sympathie avec le héros, et rapidement on va apprendre que son père a disparu, qu'il y a potentiellement des révélations de ouf Godin sur son passé, et il va aller fouiller dans une ville... je me souviens plus comment ça s'appelle, mais en tout cas il nous dit que c'est l'endroit d'origine de Lovecraft, et là-bas il va y avoir des monstres, de la magie, des blancs méchants, et il va falloir qu'il arrive à sauver son père, mais rapidement il va y avoir d'autres problématiques parce que toute sa famille va se faire embringuer dans une histoire pas possible face à des gens qui manipulent la magie du coup, qui sont une espèce de société secrète de blancs magiciens. Mais donc on est sur un truc à mi-chemin entre on parle du racisme et on parle de choses fantastiques. Mais honnêtement, je vous le dis tout de suite, ça ressemble pas trop à du Lovecraft, mais vraiment pas du tout en fait. C'est juste du fantastique et c'est juste le héros qui fait des références. Je sais pas s'il y a des choses dans la magie ou dans les monstres qui peuvent y ressembler, parce que les monstres, moi en audio, il ressemblait pas à grand chose, mais globalement j'aurais vraiment tendance à vous dire que l'esprit n'a aucun rapport pour moi. Il y a juste des références. En quelque sorte, du coup, un peu plus, j'ai bien envie de vous dire que c'est plutôt du fanservice qu'autre chose. Histoire, donc, je vous disais, le héros c'est Atticus, c'est un héros qui, au départ, moi je vous dis, il m'a paru sympathique parce que voilà, il nous dit qu'il aime la lecture, etc. Et voilà, il revient de la guerre, il a pas une vie facile, mais assez rapidement, il va y avoir le syndrome des héros qui m'énervent qui va se reproduire, à savoir que le gars va un peu mentir, ne pas dire les choses, etc. Donc, il va un peu m'énerver et diminuer, en tout cas, mon capital empathie, sympathie, tout ça va s'en aller un peu au fur et à mesure de la série, même s'il va jamais disparaître complètement parce que ça va, mais c'est pas un héros que j'ai trop apprécié quand même, et c'est dommage parce que j'adore le nom Atticus, je trouve ça super classe, et globalement j'aimais bien la voix du doubleur, j'étais vraiment très concernée quand on voit au début comment les noirs se font voilà, genre ils vont dans un endroit, dans un espèce de café, non seulement les gens refusent de les servir, mais après ils appellent le shérif local qui lui essaye carrément de les buter et qui leur fait des petites menaces comme si c'était rigolo, en mode si vous n'êtes pas parti avant le coucher du soleil, quick quoi. Moi de base je partais avec un gros capital empathie pour eux, mais voilà, on va suivre pas que Atticus mais aussi toute sa famille. Donc il y a son oncle George et sa femme dont je me rappelle plus le nom. L'oncle George qui est le mec à la voix du doubleur qui fait tous les personnages noirs des séries d'habitude. C'est celui qui faisait le perso dans Westworld. Je me rappelle plus comment il s'appelle, mais si ça me revient je vous le dirai, mais sinon c'est le mec qui s'occupait de Dolores quoi. Et donc l'oncle George, son métier c'était de faire un guide pour permettre aux noirs de se déplacer à peu près en sécurité aux États-Unis du coup. Et on comprend très rapidement pourquoi il a besoin de ce guide. Et donc il est d'accord au début pour venir avec Atticus rechercher son père parce que lui voilà, c'est un baroudeur. Il va y avoir une fille qui s'appelle Letty. J'ai pas trop compris de base, est-ce que c'est juste des amis ou est-ce que c'est des gens qui ont quand même un lien avec la famille de la femme, de l'oncle, de je sais pas quoi. Je suis pas sûre d'avoir compris
compris s'ils avaient un lien familial ou pas, parce qu'au début j'avais l'impression que c'était quand même une famille, mais finalement comme elle va avoir une aventure avec Atticus, bon, bah, peut-être pas. Donc la fameuse Letty qui elle a une sœur qui s'appelle Ruby. Ruby c'est la meuf qui va danser dans les bars, ça va être un peu la noire cliché, qui est belle, qui danse, qui chante, qui est assez festive, etc., mais qui est un peu torturée dans le fond, et qui se sent rabaissée, etc. Et par contre, qui a pas trop d'ambition et d'espoir, parce qu'elle est persuadée que pour eux c'est foutu, alors que Letty, elle est plus ambitieuse, etc., mais du coup, elle est plus parvenue, elle se sert plus des gens, etc., donc Ruby la voit un peu comme une opportuniste. Elle la critique beaucoup tout le long de la série, mais voilà, c'est Letty qui va être proche d'Atticus. Il va se passer des trucs aussi avec Ruby, mais donc c'est pour ça que je vous en parle. Globalement, ils vont tous avoir une importance. Puis il y a Diana qui va être la fille de George et sa femme, qui va aussi avoir une importance. Tous les persos de la famille, enfin plus ou moins de la famille d'Atticus vont être un peu tous les héros entre guillemets de la série. Et comme je vous ai dit, les méchants, ça va être principalement une fille qui s'appelle Christina et qui est un peu le cliché du coup de la femme blonde, belle, tout ça, qui fait de la magie et bon, elle est quand même assez classe, je trouve. Elle est du genre à dire qu'il n'y a pas de bien ou de mal et que dans la vie il faut juste se faire plaisir et que quand on veut quelque chose il faut le prendre, etc. Elle a pas l'air spécialement d'être raciste, contrairement à la plupart des gens qui l'entourent. Donc c'est un personnage un peu ambigu où au début on sait pas trop si c'est une gentille ou une méchante. Après on se rend rapidement compte que quand même ça... En fait, c'est ses objectifs qui vont poser problème, et même elle a dit souvent au groupe des héros qu'elle a rien vraiment personnellement contre eux, mais que c'est ses objectifs qui exigent ce qu'elle fait, quoi. Donc elle est assez cool, je trouve. Mais comme je vous disais, il va y avoir des espèces de créatures qui ressemblent un peu à des vampires dans la ville où ils vont aller. Ensuite, ils vont se faire héberger dans une maison chelou avec une ambiance bizarre où ils vont être accueillis par une espèce de secte qui va être la secte où justement dont Christina fera partie avec son père qui a l'air de vouloir justement réaliser un rituel et tout. C'est pour ça que du coup ils ont attiré Atticus en enfermant son père parce qu'ils avaient besoin de son sang. Enfin, là je vous dis une partie, mais c'est le scénario des 2 premiers épisodes, donc je pense que je peux vous le dire parce que sinon on n'a plus rien à raconter. Et en fait, parce que le sang d'Atticus est le sang d'un de leurs grands maîtres passés, on va dire, un blanc qui dirigeait une plantation. Donc le blanc esclavagiste par excellence, mais qui a eu une aventure avec une de ses esclaves, et d'où la naissance de l'arrière-grand-mère d'Atticus. Je sais plus si c'était arrière ou arrière-arrière, mais enfin c'est son ancêtre, quoi. Et voilà, donc maintenant c'est lui qui a le sang de leur grand maître, et donc ils en ont besoin pour faire des sorts, des rituels, des trucs, et c'est pour ça qu'ils l'ont attiré là. Donc voilà dans quel genre d'ambiance on se place. Le concept, je pense qu'il y en a 2. Le premier, c'est de faire du fanservice autour de l'univers de Lovecraft. Et je pense qu'on peut vraiment... je vous le dis, c'est vraiment du fanservice parce que, comme je vous dis, le premier épisode, Atticus fait plein de citations de dire qu'il a aimé tel ou tel livre. Quand ils entendent des bruits bizarres, il sort un nom de créature en disant oui, ce doit être telle créature, etc. Et puis il fait bah si, c'est dans l'univers de Lovecraft, voilà, c'est des créatures qui ressemblent à ça, etc. Il fait plein de références, mais après, à un moment, quand il y a des problèmes de magie, etc., il est question d'un livre, et quelqu'un dit, comme si c'était évident, ah oui, le Necronomicon, et l'autre fait, non, c'est pas le Necronomicon, c'est l'inverse du Necronomicon, c'est le livre de la vie, c'est le livre des noms, machin. Donc, en fait, c'est bizarre, parce que la série semble prendre pour présupposer qu'on est fan de Lovecraft, ce qui est peut-être un peu logique, vu que, voilà, c'est clairement ça qui est censé nous attirer. J'imagine que c'est parce qu'elle a essayé d'innover. Très honnêtement, j'ai pas l'impression qu'elle ait très bien fait. Elle a mis plein de clichés par-dessus les références à Lovecraft, et ça crée pas quelque chose de très original. Donc le premier concept, je vous dis, c'est ça, c'est d'essayer de faire du fanservice pour les gens qui aiment Lovecraft, mais ça marche pas trop, hein. En tout cas, à mon goût, c'était vraiment pas ouf. Et sinon, la deuxième partie du concept, c'est de mettre une série où les Noirs sont les héros, et où on ose être franc en disant que les Blancs sont comportés comme des enculés. Des enfoirés, excusez-moi, et que les Noirs, ils ont la haine, ils ont le droit de le dire, ils ont le droit de dire qu'il y a des moments où ils ont envie de buter les Blancs parce qu'ils en peuvent plus, etc. Enfin, c'est une série qui prend les Noirs comme héros et qui est assez décomplexée sur le fait de dire qu'ils ont le droit d'avoir la haine en retour, et du coup, je trouve que ça, c'est plutôt bien. Ça a été bien fait, donc je sais pas si la personne, enfin le scénariste ou
la personne qui a écrit cette série était noire ou quoi. Je sais pas, parce que je trouve que ça c'était bien. Même si les héros peuvent par moments être un peu clichés, tout le côté, le fait qu'ils disent soit qu'ils auraient eu envie d'être des blancs, mais qu'en même temps ils ont honte de ressentir ça, ou soit qu'ils auraient envie de les buter, mais que forcément, ils vont pas le faire et ils savent que c'est complètement con, mais ils en ont envie. Tous les trucs liés à leur haine, leur rancœur, mais leur envie de rester quand même des gens respectables, entre guillemets, enfin de pas céder au côté obscur, quoi, malgré le fait qu'ils en aient vraiment envie. Ça, je trouve que c'était vraiment bien dit et c'est vraiment un truc qui m'a plu dans la série. Mais bon, ça suffit pas en fait, parce que ça, c'est la base. Ça compose peut-être un tiers, on va dire, de la série, et les 2 autres tiers, c'est du fantastique cliché, déroulement de l'intrigue. Alors le problème, là aussi il y a des problèmes, c'est que, comme je vous disais, la première histoire, donc c'est que le père d'Atticus a disparu, il faut aller le sauver dans la ville d'origine de Lovecraft. Là encore une fois, c'est des références ratées, mais je vous dis, ils arrêtent pas de faire ça. Je comprends pas pourquoi ils ont cru que c'était cool. Genre, c'est le Necronomicon, non, c'est le livre des noms, c'est l'inverse du Necronomicon, etc. Franchement, vous auriez peut-être mieux fait de prendre le Necronomicon, en fait. Et là, c'est pareil, le gars, donc Atticus, au début, fait oui, c'est trop bizarre dans la lettre, en fait, la ville où il est retenu, c'est Arkham et tout. Et après, son oncle lui fait non, mais t'as mal lu, c'est pas Arkham, c'est Ardham et tout. Et je me dis, non, mais qu'est-ce qui vous a fait croire que c'était bien de faire des références pour qu'au final, elle n'ait pas d'importance dans l'histoire? Si vous voulez faire une série qui s'inspire de l'univers de Lovecraft, mais reprenez l'univers de Lovecraft. Qu'est-ce que c'est que ce délire de mettre des choses pour dire non, c'est pas ça? Je comprends pas. Et je trouve que la série fait souvent ça. C'est quand même con. Et du coup, donc ça prend les 2 premiers épisodes, l'histoire de sauver le père dans la ville de Ardham, voir donc ce qui se passe avec la secte et compagnie. Et à l'épisode 3, moi, j'avais même cru que j'avais raté des épisodes quand j'ai lancé l'épisode 3, parce que on commence au calme, dans la ville, du début, tout ça, on voit la famille. Et là, on arrive sur une histoire de maison hantée. C'est Letty, justement, qui... ouais, je crois que c'est elle. Qui achète une maison avec un héritage qu'elle vient de toucher. Et elle dit à sa sœur Ruby, ouais, viens vivre avec moi, ça va être génial. Il faut qu'on se rapproche en tant que sœur, etc. Puis en fait, elles vont dans la maison. Et dans la maison, il y a des fantômes, etc. Alors après, on va apprendre vers la fin de l'épisode que c'est relié à l'histoire. Parce qu'en fait, l'héritage qu'elle a eu, c'était légué par la méchante, donc Christina. Elle a fait tout ce plan exprès pour qu'elle achète cette maison. Pour que... du coup, la famille d'Atticus soit là-bas parce qu'il y a le fantôme justement d'un mec, encore une fois, qui a fait de la magie et à qui il faut prendre des infos pour avoir justement des indices pour retrouver le livre des noms, etc. Enfin, en gros, c'était un plan machiavélique de Christina, mais sur le moment, l'épisode a vraiment la forme d'un épisode indépendant qui fait tous les clichés de la maison hantée. Et encore une fois, la seule chose qui est intéressante dans l'épisode, c'est le fait que les Blancs veulent pousser les Noirs à s'en aller de cette maison. Parce qu'en gros, c'est les seuls Noirs qui habitent dans cette ville, qui est une ville plutôt de riches, etc., avec des maisons de bourges et tout. Et donc, ils essayent de leur faire une espèce de pression psychologique en leur faisant des crasses, etc., pour les faire partir. Et Atticus, au départ, il voulait rentrer dans sa région d'origine, puisqu'il habitait pas là. Il était venu juste pour chercher son père. Et en fait, il reste parce qu'il a peur de laisser toute seule Letty et Ruby dans une grande maison où ils sont entourés de blancs hostiles et tout ça. Et puis, eux aussi, en fait, Letty, elle veut faire une espèce de maison d'hôte pour les Noirs, parce que justement, ils ont pas beaucoup d'endroits où avoir des loyers pas chers, etc. Et évidemment, ça déplaît d'autant plus au voisinage. Donc, il y a une grosse tension entre les deux et les locataires qui commencent à quitter la maison parce qu'ils se sentent pas bien par rapport au climat que leur font subir les voisins blancs qui leur mettent la pression et tout. Tout ça, j'ai trouvé que c'était vachement cool, mais par contre ça n'a aucun rapport avec une série sur le fantastique et sur Lovecraft. Et les trucs de maison hantée, mais c'était juste des clichés. Et cet épisode n'est pas un cas isolé, quasiment chaque épisode va être une espèce de petite histoire indépendante cliché. On va avoir le voyage dans le temps, on va avoir l'enfant qui a subi une malédiction, mais c'est un enchaînement de petits épisodes clichés. Ah oui, on a aussi l'épisode où il faut aller dans un espèce de labyrinthe secret sous un musée pour aller récupérer un artefact. Voilà, mais vraiment, il y a des épisodes, vous avez l'impression que on leur a dit, ouais, les séries fantastiques, il faut mettre la maison hantée, il faut mettre ceci, il faut mettre cela. Ils ont fait, ok, on va faire l'épisode dédié, mais ça ressemble vraiment aux mauvaises séries avec des épisodes indépendants et qui font vraiment des clichés, mais qui ont des fois même le mérite d'être humoristiques, alors que là, ça se prend très au sérieux. C'est dommage parce que ça appauvrit énormément le truc, alors que, comme je vous dis, il y a des choses qui auraient pu être bien. C'est quand même dommage de mettre l'étiquette Lovecraft, parce que je peux même pas dire reprendre l'univers de Lovecraft, parce que c'est pas le cas. Mais de prendre l'étiquette Lovecraft pour en faire une série avec tous les clichés des trucs fantastiques à la con. La fin, évidemment, j'y reviendrai, comme toujours, même si j'ai pas grand chose à en dire, honnêtement. Alors, les personnages, je vous ai dit, Atticus, bon,
C'est un mec, voilà, il a fait la guerre, il aime bien Lovecraft, il aime bien les livres globalement. Il a un côté à la fois mec du coup qui est capable de défendre les gens, enfin qui a un peu tous les trucs du héros classique, mais en même temps voilà, il aime la littérature, etc. Donc au départ c'est cool, mais ensuite il fait toutes les erreurs classiques de héros, de ne pas dire les choses, essayer de faire des trucs en douce, soi-disant pour protéger les gens, mais en général ça fait des quiproquos qui font que les gens se mettent eux-mêmes en danger parce qu'ils sont pas au courant d'informations très importantes les concernant, etc. Donc il m'a saoulée. Mais à la base j'aimais bien sa voix, j'aimais bien le perso et j'étais voilà. L'oncle George il est super cool, c'est vraiment un perso, je pense qu'on peut pas ne pas l'aimer. Il est assez modéré, il essaye toujours de rester calme même quand les gens sont horribles avec eux, etc. Il prend vachement sur lui et tout. En même temps il a un côté très enfantin dans le fait qu'il est toujours en train de vouloir explorer, etc. Enfin, c'est vraiment un perso super cool, donc lui, c'est vrai, c'est cool. Sa femme, c'est aussi une espèce d'exploratrice, aventurière, etc. Sauf qu'au départ, il la surprotège et du coup, elle reste à la maison, elle écrit des romans, etc. Mais elle est dégoûtée justement de ne pas pouvoir venir avec lui. Bon, lui, il fait ça parce qu'il sait qu'il a failli plusieurs fois, il s'est fait tirer dessus, il a failli se faire tuer plusieurs fois, etc. Donc, il fait ça parce qu'il a peur pour elle, mais bon, elle se sent un peu étouffée par lui, etc. Elle va prendre de l'importance dans la série et de la force, etc. Donc, elle, c'est un perso cool aussi. Comme je vous disais, Lady, c'est la meuf un peu opportuniste. Du coup, avec Atticus, elle va avoir une relation super, entre guillemets, classique on sait pas trop si on est ensemble, je suis une femme forte, mais en même temps, je suis fragile, j'ai des fêlures, machin. Je me rapproche de toi, ensuite je fais genre j'en ai rien à foutre, du coup tu fais genre tu vas te casser, puis là la meuf pleure, etc. Enfin, bon. Elle aussi, elle m'a un peu énervée par moments. Ruby, c'était je pense un de mes persos préférés, même si elle disait un peu toujours la même chose à Letty et que ça pouvait être un peu redondant. Le fait que elle est assez défaitiste, mais en même temps elle essaye d'être réaliste, etc. Mais elle a un peu la haine et tout ça. Enfin vraiment, je l'ai trouvée super intéressante et le parcours qu'elle fait dans la série, que je vous dirai qu'en spoil, j'adore aussi ce type de perso en général, donc là ça a bien marché pour moi. D'ailleurs les épisodes qui lui étaient dédiés, etc., je pense que c'est ceux que j'ai préférés. Après sur la femme de George aussi ça va, mais voilà. En fin de compte, les trucs qui tournaient autour d'Atticus, sauf s'il a eu une histoire d'amour que lui-même refuse de nommer une histoire d'amour pendant une partie de la série, et ça m'a donné envie de lui foutre des baffes, mais il a eu une histoire d'amour quand il était en... Ah, je suis désolée, j'ai dit au Vietnam, c'était en Corée. J'ai trop l'habitude de parler du Vietnam, des guerres du Vietnam et tout quand on parle des États-Unis. Non, là c'était en Corée. Du coup, il a eu une histoire avec une Coréenne quand il était du coup à la guerre de Corée, et cet épisode-là est très bien, mis à part qu'il est encore une fois en coréen pour peut-être 60% de l'épisode, et que du coup, c'est vraiment insupportable quand on bigle, que les choses ne soient pas doublées. Franchement, si un jour quelqu'un m'entend, mais arrêtez de faire ça, vous êtes horrible. Nous, on peut pas profiter des séries parce que vous nous bouffez des épisodes entiers. À cause de vous, j'ai pas pu voir Narco parce que Narco est tout en espagnol en version française. Arrêtez de faire ça, putain, doubler les choses. Quand on veut la VF, on veut la VF, on veut pas un petit peu de français et un petit peu de coréen et un petit peu d'espagnol. Non, on veut de la VF, bordel. Moi, je parle vraiment pas coréen, y a pas moyen. Enfin, je veux dire, je suis désolée. J'apprendrai pas le coréen pour comprendre cet épisode de cette série, donc non, ne faites pas ça. Et le pire, c'est que je peux pas vous dire, ami Biglo, passez l'épisode, parce que l'épisode, c'est un des plus beaux, je dirais. Le peu de passages qu'il y avait en français, j'ai vraiment adoré ce moment, j'ai adoré leur histoire, j'ai adoré le personnage de Jia, du coup la coréenne avec qui il a une histoire et tout ça. Enfin, franchement, c'est un des trucs que j'ai préféré dans la série. Vous me faites chier, vous me faites vraiment chier à avoir pas doublé tous les passages en coréen. Merde. Du coup, les personnages, je dirais que c'est... Faut quand même avouer que c'est plutôt pas un point positif. C'est plutôt... Mais c'est neutre, en fait. Je peux pas dire non plus que c'est un point négatif, parce que... Il y a des choses originales, il y a des choses intéressantes, mais il y a énormément de clichés. Même si les personnages sont pas trop mal, qui sont moyens, voire moyens plus, le fait que ce qui leur arrive soit ultra cliché, ça fait quand même que le trou est assez bof, quoi. L'apparence, franchement, j'ai pas beaucoup regardé les images, donc je peux pas trop vous dire. Puis moi, en série, je vois pas vraiment assez pour ça. En personnalité, comme je vous dis, il y a certaines choses qui sont clichés, mais il y a certaines choses qui sont intéressantes, qui sont pas dites d'habitude. J'ai bien aimé les partis pris de la série sur ce plan-là. Parce que j'ai déjà entendu des gens que je ne citerai pas dire moi, je serais pas capable de regarder une série où il y aurait que des noirs, j'arriverais pas à m'identifier et tout. Je comprends pas comment on peut dire des choses pareilles, enfin... Heureusement que les noirs arrivent à s'identifier aux blancs, parce que sinon, qu'est-ce qu'ils feraient qu'est-ce qu'ils regarderaient à la télé, sachant que quasi tous les noirs qu'on voit dans les séries, ils ont toujours les mêmes rôles. Souvent, c'est le meilleur pote sympa, ou voilà, enfin, c'est pas des rôles vraiment dégradants en soi, mais ils sont réduits à un unique cliché, quoi. Donc au bout d'un moment,
l'idée de faire une série où on a que des noirs en gentils et où on a plein de personnalités différentes, et voilà le héros qui représente un peu le héros entre guillemets cliché, que pour une fois il soit noir, je trouve ça cool, et que voilà, ce soit une série où on a osé mettre tous les noirs comme gentils et les blancs comme méchants. J'aime bien quoi. Après vous allez peut-être me dire qu'il faut pas rentrer dans le truc, oui, entre guillemets attiser la haine ou je sais pas quoi, mais je pense que si vous me dites ça, c'est que vous comprenez pas, parce qu'en fait on peut avoir besoin de dire qu'on est en colère sans que ça veuille dire qu'on va tuer des gens. On peut dire qu'on a la haine, etc. On a quand même le droit de le dire au bout d'un moment. C'est les actes qui comptent au niveau du ressenti. Le fait d'avoir justement du lien social, de la sincérité, tout ça, ça consiste en partie à dire ce qu'on ressent, et je pense que c'est important à la fois de l'exprimer et à la fois pour les autres de l'entendre. Si quelqu'un, si on lui a suscité de la haine, je pense qu'il vaut mieux qu'on le sache. Et du moment qu'il nous pète pas la gueule, pour moi, il n'y a rien de mal à ce qu'ils le disent. Après, encore une fois, on peut le dire de manière, entre guillemets, respectueuse, sans être agressif non plus dans les mots, etc. Mais cette série, elle nous montre pas... les Noirs, ils sont jamais agressifs, en fait. Ils disent ce qu'ils ressentent, ils disent vraiment qu'ils ont la haine et tout, mais je trouve pas qu'ils le fassent d'une manière insultante ou quoi que ce soit. Et puis même le fait qu'ils aient l'impulsion de faire la même chose que ce qu'on leur a fait. Alors évidemment, c'est pas bien, évidemment, il faudrait pas le faire. Mais on peut pas leur en vouloir d'en avoir l'envie, en fait. On va leur dire, non, il faudrait mieux arrêter, mais je pense que si on n'est pas capable de comprendre qu'ils en aient l'envie, on n'est même pas légitime pour leur dire qu'il faudrait mieux ne pas y céder. En tout cas, c'est ce que je pense. Donc moi je trouve que cette série elle est cool à ce niveau-là. Évidemment je pense que ça va peut-être être clivant, qu'il y a plein de gens qui vont peut-être ne pas la regarder juste à cause de ça. Peut-être que la série a espéré faire un buzz là-dessus, j'espère que non, mais peut-être. Ça c'était bien, mais c'est pas du tout suffisant. Évolution. Alors oui, je vous disais, Atticus, il évolue quand même un peu vers la fin de la saison. Ça, je pense que je peux vous le spoiler parce que c'est plus pour dire que le perso change. C'est pas un truc important dans le scénario. Il va quand même reconnaître que oui, son histoire d'amour, c'en était vraiment une. Il va un peu se calmer, il va aussi admettre qu'il aurait peut-être dû dire les choses, etc. Mais il a quand même tendance à être très impulsif, et donc je pense que ça sera jamais un perso que j'aimerais vraiment. Après, oui, Ruby... Je pense qu'elle évolue aussi au cours de la série, donc c'est cool. Letty, je sais pas. C'est difficile à dire, parce qu'elle a vraiment tendance à être très opportuniste, comme l'accuse sa sœur. Après, quand on l'écoute, elle a l'air de dire qu'elle change, qu'elle comprend, etc. Mais n'empêche que elle a quand même vachement tendance à ne l'appeler les gens que quand elle en a besoin, etc. Donc je dirais qu'il y en a un peu de l'évolution, mais comme la série est pas fofolle, elle est pas non plus fofolle sur le plan de l'évolution. L'univers et les créatures, bon... Je pense pas du tout qu'on puisse dire que ce soit l'univers de Lovecraft. C'est un monde qui ressemble au nôtre, mais où il y a de la magie, des sociétés secrètes, des créatures bizarres qui ressemblent un peu à des vampires, probablement d'autres trucs que j'ai pas bien compris parce que c'était visuel. Où il y a des voyages dans le temps, il y a des objets magiques dont on sait pas trop s'ils viennent... du futur ou d'une autre civilisation, ou etc. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'on comprend pas trop et qu'on sait pas trop, et ça sera jamais vraiment très expliqué. C'est pas en soi tant que ça un problème, mais cette série c'est quand même un espèce de voyage un peu psychédélique qui aurait peut-être pu être bien s'il avait été plus original. Parce que vraiment le principal problème que j'ai avec cette série, c'est que les choses qui se passent sont d'une banalité à pleurer par moments, quoi. Les épisodes, j'ai vraiment l'impression que c'est des choses déjà vues, où on a juste mis des persos différentes d'habitude. Enfin, il y a plein de choses qui auraient pu être mieux si tout n'avait pas été si cliché. Logique et cohésion... Je trouve pas que la série ni ait fait d'erreurs majeures, mais ni qu'elle ait essayé d'être logique. Parce que comme je vous dis, la plupart des choses ne sont pas expliquées. Qu'est-ce qu'on peut faire avec la magie ? On peut faire un peu ce qu'on veut. On va jamais nous donner des règles, etc. Enfin, on va nous dire des trucs un peu vagues, du genre il faut une intention, un ingrédient et une composante organique et des mots. Un truc comme ça, enfin on va nous dire plusieurs fois, voilà la magie c'est comme ça, on fait genre on nous explique qu'il y a des règles, mais concrètement elles sont tellement vagues qu'on peut mettre tout ce qu'on veut dedans. Grosso modo on dirait qu'avec la magie il peut se passer un peu tout et n'importe quoi. Il y a aussi un côté un peu cheap dans le fait que ce qui se passe avec la magie c'est quasiment toujours des choses qui se voient pas. Par exemple les gens qui sont supposés être invulnérables, ou les gens qui sont supposés inversement on leur enlève leur immortalité, leur vulnérabilité, leur machin, enfin on met des protections sur les gens, on met des trucs, enfin il n'y a pas trop de choses spectaculaires, alors voilà, je vois pas, donc je suis mal placée pour le dire, mais j'ai quand même eu un peu cette impression que souvent on fait des rituels, ça dure très longtemps, il y a plein de formules, il y a une musique comme s'il se passait un truc de ouf et tout ça, et puis on te dit voilà, maintenant t'es invulnérable, ok. Bon moi salut, je m'en vais, je sais pas, je trouve que
Ça manque un peu de choses magiques qui se voient, en fait. Ça manque de magie, tout simplement. Des fois, j'ai l'impression de voir des gens qui jouent à faire comme s'il y avait de la magie. Et donc, j'ai tellement conscience que je regarde un truc faux que je rentre pas dedans. Et j'avais eu un peu ce même problème avec la série The Magician. J'avais vraiment cette impression que c'était ultra cheap, qu'on vous disait il y a de la magie, mais qu'on n'en voyait pas trop la couleur et que le scénario et ce qui se passait faisait quasiment que justifier pourquoi. Voilà, moi j'aime pas trop ce genre de choses. Dans les films Harry Potter et tout, la magie, on a vraiment l'impression de la voir. Là, je trouve que la magie, non, on la voit pas trop. On sait qu'il y en a, parce que voilà, je vous dis, il y a eu des vampires, des machins, des trucs. Mystère et découverte, il y en a, mais on va vraiment essayer de vous faire croire qu'il y en a. Et au final, ce sera très souvent pour vous donner des réponses qui soit n'en seront pas, ou soit seront d'une banalité affligeante. Il y en a un peu, mais c'est pas satisfaisant. Mais ça mise là-dessus. Ça mise là-dessus, mais ça réussit pas trop. Les musiques, alors il y avait un peu de tout. Il y avait un peu à boire et à manger. Il y a quand même plutôt des musiques pas mal. Les musiques, je dirais plutôt au-dessus de la moyenne. Si je devais mettre une note, je serais dans les 12-13 ou quoi. Il y a des musiques où je me suis dit que c'était classe. Bon, il y en a aussi où je me suis dit que c'était cliché, mais il y en a quand même plusieurs où je me suis dit que j'aimerais bien les avoir. Donc, ouais, la musique, ça va, c'est quand même plutôt un point positif. Le générique, je n'en ai aucun souvenir. Y avait-il un générique? Je sais pas. Du coup, soit il était anecdotique, soit il y en avait pas. Je crois qu'il y avait quand même un générique de fin, mais il me semble qu'il était plutôt neutre, insignifiant, pas intéressant. Après, il y a certaines fins d'épisodes où c'était une autre musique que générique de fin, des musiques que j'ai trouvé cool, comme je vous dis, donc voilà. Et du coup, ouais, os, barblifon, barblique ambiance, là, c'était plutôt cool. Le doublage, donc je vous ai parlé de l'oncle George, qui est un doubleur connu, mais sinon, Christina aussi, c'est une fille, je l'ai déjà entendue plusieurs fois, elle a une très jolie voix, après, j'ai pas été regarder le nom de la doubleuse, mais du coup, oui. Après, on avait quand même beaucoup de doubleurs que j'entends pas habituellement, peut-être parce que d'habitude, justement, il n'y a pas suffisamment de noirs dans les séries, du coup, c'est toujours le même mec qui double tous les persos noirs des séries, parce que il y en a toujours qu'un seul. Là, comme il y en avait plein, ils ont été obligés de trouver plus de noirs, et c'est cool. J'espère au moins qu'ils ont fait doubler les noirs par des vrais noirs, hein, puisque sachant que les handicapés ne sont pas joués par des handicapés, j'ai trouvé ça cool que... Oui, ça je vais vous le dire, Ruby, il y a un épisode, et ça c'est un des épisodes que j'ai préféré, où elle devient blanche avec une potion. Encore une fois, c'est quelque chose de pas très magique, donc ce côté-là m'a un peu fait soupirer, parce que voilà. Mais, voilà, c'est juste ce qu'on fait avec la magie, c'est changer d'apparence. Il suffit de changer d'acteur, c'est pas très spectaculaire, je trouve pas ça très intéressant. Mais par contre, sur le plan scénaristique, c'était un des moments les plus intéressants, parce qu'elle voulait absolument devenir blanche, elle est devenue blanche, elle a fait un épisode en tant que blanche pour voir à quoi ça lui... Est-ce que sa vie était meilleure? Et elle a trouvé que oui et non. Et justement, j'ai trouvé ça très intéressant comment c'était fait, parce que c'était pas... oui, ça répondait à toutes ses attentes et elle s'est dit, voilà. Elle s'est quand même rendue compte qu'être blanche, ça la satisfaisait pas non plus. Et du coup, j'ai vraiment aimé cet épisode, ce qu'il a montré, comment il s'est terminé. Je crois que c'est l'épisode que j'ai peut-être préféré. Malheureusement, j'aurais peut-être pu dire que c'était celui avec Jia en Corée, s'il n'y avait pas eu les 60% en coréen. Mais du coup, là, c'est peut-être celui-là. Et ce que j'ai trouvé cool, c'est que la voix de Ruby a changé quand elle était devenue blanche. Ça aurait pu être problématique parce qu'on aurait pu ne pas savoir qui c'était, mais c'était assez clair dans comment le scénario était fait, etc. On comprenait bien qui était qui et on pouvait bien la reconnaître. Elle était beaucoup nommée, etc. Pas nommée par son vrai nom, hein, du coup, vu qu'elle s'était elle s'était carrément donné une autre identité. Mais on connaissait son identité, elle était beaucoup nommée, etc. Donc c'était très clair qui elle était. Et je suis très contente qu'il ait changé de voix. Et je suis très contente aussi que les voix des doubleurs des noirs, du coup, étaient vraiment des voix de noirs. Et je me dis, voilà, au moins ça, ils l'ont pas fait, de faire doubler les noirs par des blancs. Voilà, je me dis, bon. Reste à savoir, du coup, si les handicapés sont plus discriminés que les noirs ou pas, mais j'ai pas envie de déclencher ce genre de guerre, parce qu'au final, on est tous dans la même galère, c'est pas la peine de se taper dessus entre nous. Le doublage, plutôt positif, mais aujourd'hui, de toute façon, quasiment tout est bien doublé, donc normal, j'ai envie de vous dire. En note globale, j'ai beaucoup hésité, mais je vais rester sur un 6. J'ai hésité à mettre plus et j'ai hésité à mettre moins. Il y a vraiment des épisodes où je me disais, mais pourquoi je continue de regarder ça? En particulier quand ils nous font des rituels qui durent 3 plombes et où du coup c'est pas accessible entre guillemets, c'est visuel, c'est pas intéressant à écouter. Alors vous allez me dire, et moi-même je me suis dit, je cherche un peu la merde parce que tout ce qui est horreur c'est jamais très accessible. Mais des fois, voilà, c'était long. J'ai pas compris l'intérêt que ce soit aussi long. L'épisode sur le voyage dans le temps, je vous expliquerai un peu plus le détail en spoil, mais je vous dis tout de suite, c'est Harry Potter 3. C'est vraiment les mêmes ficelles, le même... voilà, donc c'est Harry Potter 3 en évidemment moins bien.
Mais je veux dire, sur les retournements de situation, comment est traité le voyage dans le temps et tout ça, mais ça reprend exactement le même schéma. Donc j'avais déjà pas aimé ça dans Harry Potter 3, je vais vraiment pas l'aimer dans cette série, alors arrêtez au bout d'un moment. Arrêtez vraiment justement de faire des séries avec des épisodes conceptuels, l'épisode maison hantée, l'épisode voyage dans le temps. Arrêtez de faire ça, c'est vraiment d'un cliché, mais c'est pas possible. Donc tout ce côté m'a donné des envies de descendre à 5 voire 4 à des moments. Et d'un autre côté, il y a ces fameux épisodes, celui où Ruby est devenue blanche, celui en Corée, tout ça, où je me suis dit, hein, là j'ai vraiment l'impression de regarder un truc cool, original, où il y a vraiment entre guillemets un propos, etc. J'étais vraiment dedans et j'avais vraiment l'impression que les persos étaient cool et tout ça, qui me donnait un peu envie de mettre 7. Du coup je me suis dit encore une fois on va faire un peu une espèce de moyenne. Je pense quand même que je suis plutôt gentille en mettant 6 parce que c'est pas du tout une série que j'ai envie de revoir, ni de continuer, ni quoi que ce soit. Après, je l'ai regardé en entier et je me suis pas trop ennuyée. Bon, à part pendant que ça parlait coréen ou pendant les rituels, comme je vous dis. Est-ce que je vous la conseille ? Je dirais plutôt pas, sauf si vraiment vous avez envie justement de voir une série qui met les noirs en tant que héros et qui fait... au lieu que le noir fasse le cliché du noir, qui met les noirs justement dans des rôles normaux, entre guillemets, diversifiés, où on a plusieurs types de personnalités, etc. Et qui ose dire oui, on a la haine contre les blancs, etc. Et qui montre ces choses-là de manière honnête, j'allais dire décomplexée, mais je sais pas si c'est le mot, parce que ça fait du bien dans une certaine manière, parce qu'on a l'impression que c'est des choses qu'on dit pas ou qu'on montre pas d'habitude. Donc ça, voilà. Si vous avez vraiment envie, si vous souffrez de vous dire que vous avez besoin de regarder un quota de séries dans lesquelles les noirs n'ont pas des rôles clichés, regardez-la. Mais si vous êtes juste fan de Lovecraft et que vous vous demandez si ça vaut la peine ou non de la regarder, je vous dirais non, parce que franchement là, c'est vraiment raté. Pour le fantastique, ne venez pas pour ça, c'est vraiment pas ouf. Sur ce, je vais spoiler. Pas trop vous dire, c'est que Ruby, et ce que j'ai trouvé vachement cool, c'est qu'elle va avoir une relation avec Christina, parce que Christina va l'approcher sous forme d'un mec, qui est aussi le mec blond aux yeux bleus, beau, que toutes les filles font « Oh là là, t'as vu ce mec ? Oh là là, j'ai trop envie de sortir avec lui, il est tellement beau, il est tellement génial !» Et en fait, c'est l'ancien petit copain de Christina qui s'est fait tuer apparemment, et qu'elle a maintenu... Enfin, je sais pas s'il est mort aussi dans le coma, parce que j'ai pas très bien compris, il me semble que dans le dernier épisode, elle dit qu'elle le maintient dans le coma. Mais... Bon, en tout cas, il est pas bien, il est plus là, il est plus en service, et à cause d'un flic... qui fait partie d'une espèce de secte rivale, si j'ai bien compris, ou juste qui est un rival de Christina, parce que Christina, même dans sa propre secte, les gens l'aiment pas, hein, parce que il y a les noirs qui sont mis au banc de la société, mais les femmes aussi, évidemment, et d'ailleurs la série en parle aussi beaucoup, et c'est une des choses que Ruby va conclure à la fin de son épisode en tant que blanche, que en étant une femme, elle a toujours l'impression d'être traitée comme quelqu'un d'inférieur, même en étant blanche finalement, même si on la traite avec beaucoup plus de gentillesse, il y a quand même un côté t'es bien gentille, t'es bien mignonne, on te protège, mais ta gueule. Et du coup Christina, elle est pas censée avoir le droit d'utiliser la magie, elle est pas censée avoir un rôle important, ok c'est la fille de leur ancien gourou, mais ça lui donne aucun droit parce que c'est une femme, et donc elle est évidemment pas du tout d'accord avec ça, et elle se transforme en son ancien mec qui s'appelait William, à la fois pour séduire Ruby, coucher avec elle et tout ça, mais aussi pour être un mec et avoir un rôle important en tant que mec dans sa secte, si j'ai bien compris. Du coup, elle séduit Ruby en tant que mec, et au bout d'un moment, Ruby finit par découvrir que c'est Christina, parce que quand on se transforme en une autre personne, ça dure un moment, et au bout d'un moment, on a des espèces de convulsions, et on finit par se retransformer en nous-mêmes, et donc elle a fini par la voir se retransformer. Ruby avait le même problème quand elle était transformée en blanche, il fallait de temps en temps qu'elle aille se planquer dans les toilettes et tout pour reprendre son... Enfin, pour terminer sa transformation en elle-même et se retransformer au calme pour pouvoir revenir. Ça donnait lieu à des moments gênants que j'ai pas trop aimé, mais sinon le principe... J'ai adoré cet épisode parce qu'elle a un patron horrible, Ruby du coup, quand elle est en tant que blanche, et son patron qui lui fait de la lèche, mais de ouf, et qui lui parle comme si elle était
je sais pas, une princesse ou quoi. Et par contre, il y a une employée noire là où elle travaille, c'est un magasin, et il lui parle mal, et il essaye de lui mettre les mains au cul, de lui dire... Enfin, genre, il part du principe qu'elle est censée coucher avec lui, et comme elle veut pas, il dit qu'il va la virer, etc. Donc, évidemment, ça plaît pas du tout à Ruby. Il y a Christina qui lui dit « tu peux faire tout ce que tu veux », enfin, qui essaye de la décomplexer en lui disant « mais tu sais, la magie dans la vie, c'est ça, c'est de se lâcher, de faire tout ce que t'as envie, et d'être qui t'as envie d'être vraiment, etc. Ça se limite pas à être blanche, tu peux vraiment faire tout ce que t'as envie et tout. » Et donc, à la fin de l'épisode, Ruby va séduire le mec en faisant genre elle veut coucher avec lui, etc. Et puis ensuite elle va reprendre sa propre apparence quand le mec va être en position vulnérable et le buter en lui disant voilà, je voulais que tu vois que c'était une noire qui te faisait ça et tout. Et j'ai trouvé que c'était un truc vachement... Enfin, ça m'a mis un peu mal à l'aise, mais j'ai trouvé que c'était quand même assez jouissif et que c'était assez intéressant. J'ai vraiment adoré cet épisode, même malheureusement entre guillemets. Après, on repart sur des trucs plus classiques. Donc ce que j'ai aimé aussi, que je vous ai pas spoilé avec Jia en Corée, c'est que elle nous fait comme révélation de ouf gueudin qu'elle est une Kumio, donc c'est une kitsune en fait, c'est une renarde à 9 queues. Et du coup, le délire, c'est que quand elle couche avec un mec, quand le mec a un orgasme, elle l'étrangle avec ses 9 queues et il meurt sur le coup. Enfin, c'est genre ses 9 queues l'étouffent, un truc comme ça, enfin, c'est un truc qu'elle fait sans pouvoir le contrôler. Et donc, elle, à la base, elle a séduit Atticus parce qu'il était dans l'équipe des mecs qui ont buté une de ses anciennes amies, et parce qu'elle voulait le tuer. Et en fait, elle s'attache réellement à lui. Et elle a plus envie de le tuer, donc la première fois qu'ils vont coucher ensemble, elle l'envoie chier. Elle lui dit dégage, espèce de meurtrier, machin, je veux jamais te revoir et tout. Donc lui il comprend pas trop ce qui se passe. Parce que lui il dit mais dans ces cas-là, si tu voulais pas de moi et tout, pourquoi t'as accepté qu'on ait un rendez-vous ensemble, pourquoi tu m'as laissé m'attacher? Elle lui dit mais parce que je voulais te tuer. Sur le coup elle lui dit pas comment, etc. Mais elle lui dit ça et elle lui dit bah maintenant j'ai changé d'avis, mais du coup il faut qu'on se quitte et tout. Et lui forcément il comprend pas, donc il insiste. Et il lui dit des trucs touchants, etc. Ils ont un dialogue mignon et tout, donc après ils se remettent ensemble, ils couchent ensemble, et lui, il se passe bien un truc bizarre quand il a un orgasme, sauf que il meurt pas. Et elle a une vision, apparemment elle a toujours des visions qui concernent les mecs avec qui elle couche, mais d'habitude il meurt. Et là elle a une vision que lui va mourir ou qu'il va lui arriver un truc horrible, etc. Et il meurt pas. Donc elle lui dit tu dois rester ici, tu dois pas retourner dans ton pays, il va t'arriver des horreurs et tout. Et lui dit mais qu'est-ce que tu me racontes? Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que t'es, etc. Bon, elle se barre, il part de Corée, il rentre aux États-Unis, etc. Et donc après, elle débarque aux États-Unis. J'ai pas trop compris à quoi ça avait servi, parce qu'au final, à part à ce que lui, il l'envoie chier en lui disant oui, ce qu'on a vécu, c'était pas de l'amour. Espèce de connard. Et que après, au dernier épisode, il se calme et qu'il lui dit ouais, si, en fait, ce qu'on a vécu, c'est de l'amour. Je suis désolée de t'avoir mal parlé. Mais il dit ça parce qu'il croit qu'il va mourir aussi, hein. Excuse à moitié. À part à ça, elle lui dit oh ouais je suis venue mais je sais pas trop pourquoi, ce que j'ai ressenti avec toi je l'avais jamais ressenti avant, mais je pensais pas non plus qu'on pourrait continuer et tout, donc je sais pas pourquoi je suis venue. Bah ok merci, mais du coup j'ai pas trop compris non plus ce que la série essayait de faire avec ce personnage. Je trouvais que l'idée était géniale et que l'épisode sur leur passé, sur leur histoire d'amour et tout était super mignon, mais j'ai pas trop compris à quoi servait le perso après, donc sinon Christina, qu'est-ce qui se passe avec tout Christina? Alors je vous disais au début, il y a l'histoire de il faut le sang d'Atticus pour un rituel. C'est donc le père de Christina qui fait ce rituel pour essayer de atteindre le jardin d'Éden. Rituel qui va lui péter à la gueule et le tuer. Christina qui va pas en être si triste que ça, parce que du coup c'est elle entre guillemets l'héritière du truc, même si officiellement dans la société il accepte pas quoi. D'ailleurs elle va même aider Atticus et ses alliés entre guillemets à s'en sortir et à faire mal tourner le rituel du père, donc voilà, comme je vous disais, elle a un rôle un peu ambigu. Moi j'aime bien les persos ambigus. Par contre il y a l'oncle George qui va mourir dans cette histoire, et ça c'est quand même dommage parce que c'était un perso qui était super cool, et il meurt à l'épisode 2. Il y a l'histoire de l'artefact du planète Terre là, qui trouve et qui fait partir la femme de George dans un espèce de délire futuriste où elle peut vivre toutes les vies qu'elle veut. Alors ça j'ai bien aimé le concept, et j'ai bien aimé le fait que le perso passe par plein d'étapes psychologiques pour devenir plus forte, etc. Par contre, après, quand le perso est de retour, ok, elle arrive en mode ouais, je suis une... Enfin, j'ai vécu des milliers de vies, vous avez pas idée, etc. Elle parle en mode, elle est devenue badass et tout ça, mais j'ai pas trouvé qu'elle était si utile que ça. Alors peut-être que c'était visuel ce qu'elle a fait d'utile, mais voilà, donc encore une fois, je trouvais que c'était des bonnes idées, mais que ça finissait pas d'une très bonne façon. Cet épisode, il était à la fois cliché et pas cliché, parce que le côté... l'objet magique ou le perso entre guillemets random, innocent, qui était pas censé être là et aspirer dedans et tout, ça pouvait être un peu cliché, mais le fait qu'au début elle demande des choses un peu what the fuck, genre je veux danser avec je sais plus qui en France, à Paris et tout ça, et qu'en fait comme elle voit que ça se réalise, après elle commence à demander des choses qu'elle veut vraiment,
et elle se bat, et le power-up qu'elle fait dans cet épisode, j'ai trouvé que c'était une bonne idée, et que c'était assez intéressant, mais le fait que ça ressemble encore une fois à des épisodes conceptuels séparés, c'est chiant, et qu'on a l'impression que les choses n'ont pas trop de conséquences après. Parce que je vous dis, Gia c'est un Kumio, mais ok, on la voit dans le dernier épisode, mais j'ai pas compris à quoi elle servait. Cette meuf là dont je me rappelle plus le nom, elle est devenue super puissante, elle a vécu des centaines de vies en quelques jours pour nous, à notre échelle dans notre monde, parce qu'elle a pu être à l'intérieur de milliers de personnes dans un autre univers, etc. Mais à quoi ça sert au final, je sais pas trop. Il y a plein de trucs comme ça. À la limite, l'épisode sur le voyage dans le temps, il a été utile parce que c'est là-bas qu'ils ont été chercher le livre des noms, grâce à l'invincibilité, l'invulnérabilité de Letty, que Christina lui avait donné suite à un espèce de chantage de pacte qu'elles avaient fait, etc. Et dans cet épisode-là, comme je vous disais, c'est Harry Potter 3, c'est parce que depuis le début, le père de Atticus disait oui, quand j'étais jeune, il y a des mecs qui voulaient nous massacrer, il s'est passé des choses horribles et tout, et moi et un de mes amis, on allait être tués par des blancs racistes complètement tarés, etc. Et là, il y a un mec qu'on connaissait même pas, et qui est arrivé avec une batte et qui leur a éclaté la tête et qui nous a dit genre ça va petit, allez sauvez-vous, un truc comme ça. Le mec était ultra admiratif parce qu'il dit c'est quelqu'un qu'on n'avait jamais vu, qu'on connaît pas, et il nous a sauvés sans rien demander en retour, etc. Et en fait, pendant l'épisode, on va découvrir que le gars il regarde son lui du passé avec son pote. Évidemment, il y a une histoire comme quoi lui, il était homosexuel. Je dis évidemment parce que du coup, ça fait vraiment un côté série à quota. Ce qui est peut-être un peu dommage, même si le personnage est cool. Il est pas cliché, c'est assez intéressant son homosexualité, comment c'est montré, que le gars il s'est comporté comme un gros connard justement parce qu'il a été réprimé, on va dire, enfin son père le battait en essayant de lui faire passer ses tendances contre nature, n'est-ce pas. Du coup, c'est en partie pour ça qu'il a aussi battu son fils et que c'est un alcoolo, etc. Enfin, du coup, je trouve que c'est vraiment pas montré de manière cliché, donc c'est cool, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, on se dit ça fait beaucoup, il y a toujours des révélations sur les gens. En plus, il n'y a pas que le fait qu'il soit homo, hein. Il y a aussi toujours, on est dans une seule saison, et c'est ça qui pose problème un peu. Et le gars, outre le fait qu'il soit homo, il y a aussi le fait que Atticus finalement c'était pas son fils, mais c'était le fils de George. En fait, ils sont pas sûrs parce que sa femme, lui justement, comme il était pas trop attiré par les femmes, etc. Sa femme est allée avec George, et puis bon, il s'est dit que c'était pas forcément très grave, mais on sait pas trop pourquoi. C'est quand même lui qui s'est occupé du gamin, alors que lui il le battait, alors que George était super sympa. Et puis du coup, Atticus pète un peu un câble en lui disant mais attends, pendant toute ma vie j'aimais George et je me suis dit que c'était trop dommage que ce soit pas mon père, et j'ai passé ma vie à me demander pourquoi c'était pas lui mon père, et maintenant tu me dis que c'était le cas, mais qu'est-ce que c'est que ce fuck. Et j'ai pensé exactement la même chose en fait. Donc il y a un moment, les bonnes idées, enfin les idées sont pas mauvaises en soi, mais à un moment ça fait trop en fait. Quand en un épisode on vous dit oui, en fait t'es pas mon fils et je suis homosexuel et machin, enfin ouais, est-ce qu'on peut y aller doucement s'il vous plaît. Donc voilà, le gars était homosexuel, il était en train de dire à son petit copain de l'époque qu'il pourrait jamais le revoir, donc il regarde son lui du passé qui est en train de dire à son petit copain de l'époque qu'il pourrait jamais le revoir, et que non, lui c'est pas vrai, il est pas pédé, machin. Et puis il finit par se dire mais c'est bizarre, le mec qui était censé arriver, il aurait déjà dû être là, et oh mon dieu, on va se faire tuer, mais du coup le passé va changer, parce que Atticus l'a suivi en lui disant mais qu'est-ce que tu vas faire, surtout ne change pas le passé, t'es en train de faire une connerie, on nous a dit de rien changer du passé sinon je risque de plus exister, et toi tu t'en vas en solo, qu'est-ce que tu vas faire. Et en fait à ce moment-là il dit oh mon dieu, mais voilà, le mec n'arrive pas, et donc ils comprennent ensemble que en fait le mec depuis le début c'était Atticus, et donc Atticus y va et il défonce les connards, et il dit exactement les phrases que son père lui avait déjà dit, que l'inconnu lui avait dit, etc. Et voilà, les enfants sont sauvés, le passé n'a pas été changé, voilà. À côté de ça, il y a Letty qui a un dialogue avec la famille, enfin la mère de Atticus et globalement toute leur famille, qui eux sont supposés brûler dans un incendie qui a été encore une fois fait par des racistes à l'époque, et qui sont, enfin Letty n'est pas censée leur dire qu'ils vont crever, sinon ça risque de changer le passé et ça risque d'empêcher encore une fois Atticus de naître, etc. Et bon, elle craque un peu à un moment, les gens l'enferment dans le grenier, lui disent mais qui es-tu, etc. Et elle dit à la grand-mère oui, vous allez tous mourir, etc. Mais moi, je suis enceinte d'Atticus et je l'aime, et voilà, donc je vous en prie, ne changez rien, acceptez de crever pour moi. Encore une fois, c'est pas que c'est nul, c'est que, voilà, on est vraiment dans une série, épisode conceptuel, voilà, le voyage dans le temps, tout ça, c'est tellement prévisible. Donc oui, ils acceptent, elle arrive à sauver, enfin, elle lui donne bel et bien le livre, elle arrive à garder le livre sur elle, et comme elle est invulnérable, c'est bon, etc. Voilà. Je vous dis, l'épisode, je me suis pas ennuyée, mais je me suis dit, ouais, on voyait tellement tout venir à des kilomètres. Bon, j'avais pas vu venir qu'il était homosexuel, mais
ça fait trop entre le côté ultra prévisible et le côté on vous met des révélations d'affilée comme ça, genre ça fait vraiment révélation juste pour dire qu'il y en a au bout d'un moment. Christina est supposée faire un rituel qui la rend immortelle parce qu'elle en a envie. Pour ça, elle est supposée sacrifier Atticus parce qu'il n'y a que son sang qui peut permettre ça. Il y a pendant un moment le père du coup, Montrose, le père d'Atticus, qui voudrait se sacrifier à sa place, mais ça peut pas marcher parce que finalement c'est potentiellement pas par lui qu'est venu le sang qui le lie à la famille de Titus, donc le mec qui était magicien dans le passé là. Letty va essayer de faire un plan en disant à Ruby aide-moi, c'est toi qui peux approcher Christina, on va retourner son rituel contre elle. Du coup il faut que tu prennes des cheveux, des ongles, etc. de Christina, vu que toi t'es proche d'elle, pour qu'on puisse les utiliser pour modifier le rituel. Ruby envoie un peu chier Letty en lui disant encore une fois t'es égoïste, tu penses qu'à toi, tu me connais et je suis ta sœur que quand t'as des choses à me demander, etc. Ce qui est toujours pas faux, mais qu'elle a déjà dit plusieurs fois, donc c'est un peu répétitif. Mais elle essaye quand même de le faire. Dans un passage qui était pas mal, où on sait pas trop de quel côté elle est, où elle est en mode très séductrice avec Christina, etc. Et où en fait on comprend finalement qu'elle va essayer quand même de suivre le plan de Letty, même si elle a pas l'air de la porter trop dans son cœur non plus. La famille l'a quand même emporté sur l'amour. Sur l'amour entre guillemets, parce qu'on sait pas trop si elle aimait réellement Christina ou si elle aimait juste la magie et ce que ça lui apportait. Donc les deux, elles avaient une relation assez ambiguë, mais que je trouvais assez classe, Christina et Ruby, où au départ du coup Ruby était amoureuse de la version mec de Christina, après elle apprend qui elle est, et du coup elle lui en veut un peu, après elle se remet quand même avec, au début ils couchent ensemble quand même, où elle se transforme en mec pour coucher avec elle, après au bout d'un moment, elles font quand même des trucs en deux, où elles sont toutes les deux des filles et tout. J'ai trouvé ça vachement cool, mais bon, voilà. Du coup, Ruby finit par la trahir et Christina arrive transformée en Ruby en essayant de faire semblant de respecter le plan de Letty. Sauf qu'elle est beaucoup trop sympa par rapport à ce qu'elle est d'habitude. Du coup, Letty se rend compte que c'est pas elle. Et elle lui dit t'as accepté tout de suite quand je t'ai demandé de m'aider. Et Ruby lui fait évidemment, je suis ta sœur. Donc là, c'est pas du tout ce que l'original aurait dit. Donc là, elle comprend qui c'est et voilà, du coup le combat commence, et à partir du moment où le combat commence, c'était visuel, j'ai à peu près rien compris, mis à part que Christina donne l'impression de réussir son rituel dans une première partie, mais qu'ensuite il se passe quelque chose qui le contre et qui fait qu'elle dit qu'elle a perdu ses pouvoirs. Donc elle dit mais vous m'avez enlevé mes pouvoirs, comment vous avez fait, etc. Enfin, apparemment ils ont fait ça parce qu'ils avaient le livre des noms, justement. Je sais même pas si c'était supposé être compréhensible, si c'était juste visuel ou si c'était de toute façon flou. En tout cas, Christina dit oui, vous m'avez enlevé mes pouvoirs, etc. Et là, je sais plus qui c'est, si c'est la femme de George ou quoi, qui dit non, on l'a pas enlevé à toi, on l'a enlevé à tous les blancs, etc. Je me suis dit ouais, tu vois, bon, j'ai terminé du coup cette série en me disant c'était pas nul, ça va, mais globalement, j'en sors en étant un peu mitigée. Je me suis posé la question pendant, je pense, une bonne dizaine de minutes. Est-ce que c'est vraiment un bon plan d'enlever la magie à tous les blancs ? Est-ce que vous auriez pas plutôt pu l'enlever à tous les racistes ? Si vous pouviez faire vraiment ce que vous vouliez. Au bout d'un moment, je veux dire, merde. Ou alors vous pouviez pas l'enlever à tous les gens qui avaient des intentions meurtrières, ou il y avait vraiment pas possibilité de faire un truc... Là, ça fait vraiment... je sais pas, vous nous avez pris un truc, on vous prend un truc, je vous mets un coup, vous me mettez un coup. Le problème, c'est quand on fait ça fait une escalade. Moi, j'ai très peur, si vous faites ça, que ça renforce le côté où les Blancs vont se dire ils ont un truc qu'on n'a pas, donc on leur en veut, on les déteste, et du coup, on les ostracise encore plus. Et on essaye de les utiliser... parce que si y a que les noirs qui peuvent utiliser la magie, les blancs vont avoir envie d'utiliser les noirs. Moi, c'est ce qui me semble logique, en fait, en réaction. Et du coup, je suis vraiment pas sûre que ce soit un bon plan. Vous vous dites sur le papier, c'est nous qui avons les armes, c'est nous qui sommes les plus forts, mais je pense que aller dans cette direction-là n'a jamais amélioré aucune situation. Donc, toute la série, ce que j'ai aimé, c'est que je trouve qu'on a le droit de dire qu'on a envie de faire ça, mais je trouve que c'est dommage de le faire. Et donc, le fait que ça se conclue là-dessus, à moins qu'il y ait une saison 2 qui après nous montre que finalement, c'était pas forcément tant que ça une bonne idée. Mais sinon, je suis un peu mitigée du coup sur cette fin, même si je la trouve pas mauvaise en soi, elle est assez cohérente avec ce qui s'est passé avant et tout. Enfin, cohérente émotionnellement, sur toute la problématique de les noirs qui sont ostracisés, qui ont la haine et qui savent pas trop comment l'exprimer,
qui n'ont pas vraiment la place de s'exprimer de manière générale, etc. Émotionnellement, du coup, par rapport à tout ça, que ça se termine comme ça, ok. Bon, par contre, rationnellement, je vous ai dit, on n'a jamais rien respecté. La logique et de la cohésion, pour moi, on n'a même pas essayé d'en avoir. Donc on va pas dire est-ce que ça a été respecté ou non. Pour moi, la série n'a même pas essayé d'en faire. La magie, ça fait vraiment ce qu'on veut que ça fasse, quand on veut que ça le fasse. Tout ce qui est histoire, tout ce qui est surnaturel, etc., c'est sans intérêt, ça ne mérite pas vraiment qu'on s'y penche. Après, sur la problématique du racisme et tout, voilà. Moi, je vous pose la question et réellement, dites-moi ce que vous en pensez parce que c'est intéressant. Mais je pense pas que ce soit une bonne idée que les Noirs aient voulu se garder la magie pour eux tout seuls. En se disant que ça, genre, ça y est, on va enfin reprendre les rênes, etc. Parce qu'on peut très bien imaginer un monde inversé où c'est les Noirs qui ont pris le pouvoir et si ils oppriment les Blancs et que les Blancs ont envie de faire la même chose, ben ça va faire ça en boucle en fait. Moi je pense que quand il nous arrive quelque chose de négatif, il faut essayer de... Bon, voilà, ça va être très cliché ce que je vais dire, hein, mais d'en faire une force... pour éviter de reproduire les mêmes erreurs. Je pense que ce qui fait potentiellement la supériorité morale des Noirs, c'est justement de pas avoir fait les mêmes conneries que les Blancs. Si vous commencez à les faire, vous valez pas mieux qu'eux et bah ça sert plus à rien. Enfin, je veux dire, il y a plus personne à sauver en fait. Il y a plus de compassion à avoir pour personne, il y a plus à avoir de regrets ou de se sentir mal ou quoi que ce soit. Il faut vraiment éviter, je pense, de rentrer là-dedans. Je vous dis, en avoir l'envie c'est normal, mais le faire c'est dommage. Donc si après les persos plus tard ont conscience que c'est dommage d'avoir fait ça, si ils reviennent en arrière, bon de toute façon le livre des noms a l'air tellement cheaté que si ça se trouve ils pourront faire des dérogations aux blancs qu'ils trouvent sympa et en fin de compte ça deviendra, c'est les noirs qui décident qui ont de la magie au cas par cas, même si sur le moment ils ont dit ça. Si c'est le cas j'ai rien contre, surtout à l'époque où ils sont. Si la problématique se déplace, si c'est plus seulement les Noirs qui sont opprimés, ou voire s'ils ne le sont plus, le fait que les Noirs prennent la décision n'aura plus aucun sens. On est bien d'accord. Mais dans la situation où c'est eux qui le sont, l'idée que ce soit eux qui décident qui est la magie ou qui ne l'est pas, oui, ok. Si le seul moyen d'avoir de la démocratie, entre guillemets, c'est de donner le pouvoir aux plus faibles, moi je suis pour, mais c'est transitoire en fait. Est-ce qu'on est bien d'accord que c'est transitoire ? C'est ce que je pense. Donc vraiment, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Du coup, cette série m'a fait me répondre plutôt à la question que je me suis plusieurs fois posée ces derniers temps. Vous allez me dire, je m'éloigne un peu du sujet, mais en regardant, je suis pas content. Je me suis sentie plusieurs fois mal à l'aise ces derniers temps parce que je trouvais quand même que je partageais pas du tout ses opinions quand ils considèrent que les Noirs qui veulent des safe space, moi j'ai du mal à prononcer l'expression anglaise, pourquoi vous parlez pas français bordel, ont tort entre guillemets et qu'ils sont racistes aussi, etc. Que si vous dites je veux être dans une réunion où il y a que des Noirs et où je laisse pas les Blancs rentrer, ça veut dire que t'es raciste. Bah non, pas forcément en fait. Tu peux juste être entre guillemets traumatisé et avoir besoin d'être dans un endroit où t'es pas confronté aux choses qui t'oppriment ou qui te font peur ou qui t'empêchent de t'exprimer comme tu veux. Et puis oui, on a aussi le droit de se mettre dans un endroit où on dit qu'on a la haine, on le dit franchement, on extériorise nos émotions et tout, du moment justement que vous décidez pas d'aller lyncher un blanc en se disant que c'est cathartique, je trouve que c'est bien en fait. Mais justement, la frontière elle est là, on juge les gens sur leurs actes. Le fait de vouloir parler dans des groupes restreints, etc., du moment que c'est transitoire là aussi, je pense que c'est une bonne chose, mais évidemment il faut que ça reste transitoire et évidemment il faut que quelqu'un vérifie ça et il faut que les gens qui dirigent ces trucs-là aient des bonnes intentions, sinon tous les petits groupes peuvent mal tourner. À chaque fois que vous enfermez des gens qui traînent que entre eux dans un petit espace, ils peuvent faire une secte, ils peuvent faire des groupes radicaux ou tout ce que vous voulez. Je vous dis pas que c'est pas possible, mais en tout cas moi de base je pense que c'est bien et du coup je suis pas d'accord avec lui et je me suis dit tiens c'est bizarre parce que voilà il fait une espèce de frontière en disant oui les gens comme Usul qui disent là voilà je suis vraiment partie sur autre chose que la série, mais je me dis que c'est intéressant de parler de ça. Gueulez si vous trouvez que j'aurais jamais dû en parler et que ça n'a rien à faire là, mais moi je trouve que c'est intéressant que les gens comme Usul pensent que il faut faire comme si les différences n'existaient pas, donc genre il faut traiter les handicapés comme des valides, il faut traiter les noirs comme les blancs, etc. et dire ça change rien. Et qu'aujourd'hui, les gens ne sont plus d'accord avec ça et qu'il faut dire il faut reconnaître les différences et les accepter, et les nier, ça n'est pas les accepter, au contraire. Mais moi, je pense que c'est vrai, en fait. Concrètement, moi, depuis le début de ma vie, il y a plein de gens qui m'ont sorti, qui ont l'impression de me faire un compliment en me disant je vais te traiter comme tout le monde. Mais en fait, ça c'est complètement idiot de me traiter comme tout le monde, ça n'a pas de sens. Si vous essayez de me parler de trucs visuels pour me traiter comme tout le monde, je pourrais pas suivre, évidemment. Alors vous allez me dire, oui, mais le but c'est de trouver des équivalences pour qu'on ait les mêmes chances. Dans l'idéal, je suis d'accord, mais est-ce que vous êtes conscient que dans le concret, c'est impossible ? C'est quelque chose vers quoi il faut tendre, mais c'est pas quelque chose qu'on atteint. Donc dans les objectifs, oui, il faut essayer de faire en sorte qu'on ait tous les
les mêmes chances, les mêmes possibilités, etc. Parce que dans l'objectif, moi, ce que je veux, en tout cas moi, vraiment ce que je pense, c'est qu'il faut que tout le monde ait le plus possible de possibilités. Donc il faut pas en enlever aux gens. Bien sûr qu'il faut essayer de nous donner des nouvelles occasions, mais ça veut pas dire qu'on doit nous traiter exactement comme les autres. Et du coup, pour les noirs, c'est pareil. Il faut pas dire non, tu n'es pas noir, ça n'existe pas. Ça n'a pas de sens. Tu l'es. Plein de gens te traitent mal à cause de ça. Je vais pas être dans le déni en te disant non, le racisme n'existe plus ou quoi que ce soit. Enfin, c'est complètement idiot. Enfin, je veux dire, on le voit bien concrètement. Et puis, si on le voit pas, on peut peut-être se poser des questions de est-ce qu'on devrait pas faire des efforts pour essayer de le voir avant de juger ? Parce que les gens qui disent que ça n'existe pas, ils sont pas dans la situation. Pour la plupart, hein. Je dis pas que c'est jamais arrivé, parce que on en voit des gens comme ça, des noirs, des arabes ou quoi, qui vous disent oui, les étrangers, c'est des saloperies, il faut les virer. Moi, il y a des moments, je comprends plus rien. Hein. Mais bon, il y a des gens, je pense, ils ont été tellement. À force de les écrabouiller, puis de toute façon, c'est toujours le même bordel. C'est que, à chaque fois, si vous dites aux gens le problème vient de là, le problème vient de là, et que vous leur faites peur en leur disant bah, ces gens-là sont horribles, vous pouvez même convaincre quelqu'un qui est supposé en faire partie. Si vous lui dites toi t'es différent, des fois vous avez même pas besoin de lui dire, vous lui dites suffisamment ces gens-là sont horribles, il va se dire bah moi je suis pas horrible, donc moi ça va, mais eux ça passe pas. On met les gens dans des mindfucks pas possibles, n'empêche, hein, mais en tout cas moi je pense pas du tout qu'il faille nier les différences. Ça m'a demandé d'y réfléchir parce que je me suis dit mais attends, est-ce que j'étais pas censée être d'accord Enfin, ça peut paraître très con comme pensée, hein, très cliché, etc. Mais sur le coup, je me suis demandé, est-ce que je suis pas censée être d'accord avec Usul, c'est un mec de gauche, tout ça, mais non, en fait, de toute façon, Usul, c'est pas quelque chose qu'il a dit lui-même, hein. C'est des sous-entendus de Usul selon je suis pas content. Donc, s'il y réfléchissait, Usul, peut-être qu'il changerait d'avis. Après, s'il est capable de le reconnaître, parce qu'il est assez hautain et orgueilleux, Usul, mais bon. J'espère qu'il serait capable de changer d'avis et de se rendre compte en quoi c'est con de penser que il faut faire comme si on était tous pareils. Parce que des fois, faire comme si on était tous pareils, ça s'appelle juste faire du déni sur les réels besoins des gens. Je pense qu'à la base, les gens qui ont dit ça avaient des très bonnes intentions. Les gens qui disaient on est tous égaux, les couleurs n'existent pas, etc. Mais ce genre de discours peuvent être repris par des gens qui veulent juste dire vos gueules, ne demandez rien de plus, on est déjà tous égaux. Et là, du coup, c'est très flippant. Et c'est très certainement à cause de gens qui ont repris justement ce discours et pour le détourner de manière très hypocrite qu'aujourd'hui les gens ressentent autant le besoin de dire oui on est différent et oui on le dit et si vous dites que ça n'existe pas vous êtes raciste aussi ou vous êtes intolérant aussi, vous êtes je sais pas psychophobe, homophobe, handicapophobe, validiste, j'avais pas le mot. Voilà quoi, on ressent le besoin de dire ça parce que on en a marre d'être nié par des gens à qui on demande on aurait besoin de ça s'il vous plaît et qui nous disent bah non parce que sinon tu serais plus traité comme les autres. Je veux dire moi j'ai eu un tiers-temps quand j'ai passé des examens, bah oui j'en avais besoin. À un moment, ce serait quand même con de le nier. Bien sûr que je travaille pas à la même vitesse que les autres. Cette série aura quand même eu l'avantage et la qualité de me faire réfléchir à tout ça et de me faire dire bah oui, je pense vraiment comme ça. Parce que j'étais gênée hein, quand on écoute des gens. Je pense qu'on a tous un peu une petite dissonance cognitive quand on écoute habituellement des gens, qu'on les aime bien, qu'on a l'habitude d'être d'accord avec eux, qui disent à un moment un truc, on se dit j'ai l'impression de buter sur cette idée, je me sens mal à l'aise, il y a quelque chose qui me dérange. Voilà, dissonance cognitive, après on s'arrête, on réfléchit et on se dit voilà ce que je pense vraiment et donc je ne suis pas d'accord avec ce mec. J'ai l'impression que ces derniers temps, il y a de plus en plus de moments où je suis pas d'accord et que je suis pas content, ce qui m'empêche pas d'apprécier ces vidéos. Du coup, j'ai eu besoin de me faire un lavage de cerveau, une mise à jour, un tri, du rangement dans ma tête quoi. C'est terrible quand même que l'expression lavage de cerveau était un truc négatif. Parce que moi je me disais, voilà, j'ai fait une remise au propre de mes pensées, mais bon. En tout cas, je me suis fait ça. Et ça fait quand même du bien. Donc je remercie cette série pour ça, même si sur le fantastique elle était nulle. Et elle aurait vraiment mieux fait de ne pas mettre Lovecraft dans son titre. Parce que Lovecraft n'a rien à faire là. La seule chose bien, c'est que dans l'épisode 1 aussi, Atticus dit on a tendance à l'oublier, mais Lovecraft il était raciste. Et d'ailleurs, mon père qui voulait me faire renier Lovecraft et arrêter de m'y intéresser m'a forcé à apprendre un poème que Lovecraft a écrit sur les Noirs où il dit des horreurs et tout ça. Et je suis contente que la série ait mentionné ça. C'était encore une espèce de référence pour dire il y a ça, mais c'est pas, on va passer à côté. Et c'est tout. Après, ça sert un peu à rien dans l'histoire. Le fait même que Lovecraft soit raciste, ça sert à rien dans l'histoire. De toute façon, tout ce qui a trait à Lovecraft ne sert à rien dans l'histoire. Donc, ça c'est dommage. C'est vraiment très dommage. Et pour moi, donc, cette série, elle est même pas arrangée dans les œuvres inspirées de Lovecraft. Elle est juste... elle usurpe complètement son titre. Je pense qu'il faudrait l'enlever. Mais à part ça, elle était pas dégueulasse. Voilà. Hésitez vraiment pas à me dire ce que vous pensez, sauf si c'est de la merde.
Et moi je vous dis à la prochaine. Salut.